crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au centre d'un échange entre les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité et les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise. C'était à l'occasion d'un atelier auquel les officiers ont pris part. Et puis, la Namibie et l'Afrique du Sud ont lancé des discussions afin d'améliorer les infrastructures ferroviaires. Le coût du projet est à hauteur de 7 milliards de dollars namibiens. C'était là les grands titres de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Commençons ce journal en parlant sécurité. De passage à Kinshasa où ils ont pris part à un atelier organisé par le commissariat général de la police. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité Peter Kazadi, autorité de tutelle de la police congolaise. Le VPM a échangé avec les officiers de la police sur la crise sécuritaire qui se vit actuellement dans la partie est du pays. Patrick Ilunga. Maître Peter Kazadi qui rappelle aux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise leurs responsabilités, les a exhortés au patriotisme. Chacun de vous sait le moment que traverse le pays. Nous sommes un pays en guerre. Les ennemis de la République veulent prendre les richesses que Dieu nous a données. Ils veulent les prendre par la force et ils sont en train de les prendre. Vous faites partie de la force de défense et de sécurité de notre pays. Vous avez prêté serment sous le drapeau de défendre cela même au prix du sang. Voilà que maintenant la nation est en péril, ça devrait nous interpeller tous. Je voudrais faire appel au patriotisme de chacun, a-t-il dit. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la sécurité et intérieure, a appelé ses interlocuteurs à l'amour de la patrie. Selon ses propres propos, il a été obligé de tenir ce discours en cette période de guerre suite au comportement de certains responsables de la police nationale congolaise, considérés comme de la trahison. Les responsables de la police nationale congolaise devraient développer la force de caractère qui inclut le respect et la discipline, a déclaré Peter Kazadi. À leur tour, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont chacun soumis au patron de la territoriale les préoccupations liées à l'exercice de leur travail dans les provinces. En réaction, Maître Peter Kazadi a réitéré sa volonté de valoriser la police nationale. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé l'arrivée de 250 véhicules dans la capitale dans les tout prochains jours, véhicules qui seront distribués à la police nationale congolaise. Crise sécuritaire en Ituri, le gouvernement militaire vient de recevoir le soutien des députés provinciaux qui s'engagent à l'appuyer dans sa mission de recherche de la paix. Les élus provinciaux ont réaffirmé leur disponibilité ce lundi dans une réunion de collaboration entre les deux institutions. Suivez ce reportage de la presse militaire de l'Ituri. Sensibiliser les Ituriens sur la culture de la paix, c'est l'engagement pris par les députés provinciaux de l'Ituri, car les violences armées couplées au banditisme urbain ont refait surface dans cette province sous état de siège. Ces violences en Ituri sont généralement caractérisées par la manipulation de l'opinion à travers de messages de haine et de division, mais aussi par des attaques armées. Voilà donc ce qui ressort de la rencontre entre les gouverneurs militaires et les élus provinciaux. C'est un échange axé essentiellement sur la bonne collaboration entre nos deux institutions, notamment l'Assemblée provinciale de l'Ituri et l'exécutif provincial de l'Ituri. Nous sommes dans un régime spécial de l'état de siège et la question fondamentale qui nous guette tous, c'est la question de paix. Et cette paix est une affaire de tous. La paix peut venir qu'avec le concours de toute la population iturienne. Et c'est la grande question qui nous a réunis aujourd'hui. Les groupes armés non favorables au processus de paix devraient revenir à la raison pour que la paix revienne totalement dans cette partie du pays, soutient cet élu provincial. Nous demandons aux groupes armés de revenir à la raison et de restaurer cette paix que demande la population iturienne. Et nous demandons à toute la population iturienne de laisser le message de haine et cultiver l'amour, cultiver la paix en Ituri. Le commandant des opérations en Ituri a rassuré à ses élus du peuple de tout son soutien pour restaurer l'autorité de l'État et imposer la paix.
Changeons de chapitre. Est-il possible juridiquement de saisir la Cour constitutionnelle après son arrêt définitif et comment cela pourrait se faire? À ces questions que se pose l'opinion après les réclamations qui ont suivi les décisions de la Cour constitutionnelle issues des contentieux électoraux, le professeur Placide Mabaka répond à ces questions au micro d'Edouard Fonda. Alors, est-il possible juridiquement de saisir la Cour constitutionnelle après son arrêt définitif? À cette question, on répondra qu'en principe, non. Parce que les arrêts de la Cour ne sont pas susceptibles d'un quelconque recours. En revanche, la Cour peut être saisie de son propre arrêt pour ce qu'on appelle correction de certaines erreurs matérielles. Et donc, c'est par voie de requête qu'on ressaisit la Cour. Mais pour corriger des erreurs qu'on appelle matérielles, ça peut être une question de nom. Par exemple, on dit Mujinga, mais la Cour écrit Muzinga. Ou on dit Aloko, la Cour a écrit Aloka. Ça, ce sont des erreurs matérielles. Mais tel que certains en parlent aujourd'hui, comme une forme d'appel introduit devant la Cour pour corriger son propre arrêt, ça, ce n'est pas possible. La Cour peut être saisie pour interpréter son propre arrêt, ça aussi c'est possible. Mais il n'y a pas de recours en vue de revoir sa propre décision. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il faut saisir la Cour pour qu'il dise autre chose de ce qu'il a rendu, de ce qu'elle a rendu comme arrêt, là, ce n'est pas possible. Mais s'il faut saisir la Cour pour interpréter son arrêt ou corriger certaines erreurs matérielles, là, c'est possible. Voilà. Donc, sinon, sur le principe, les arrêts de la Cour sont insusceptibles de recours et sont obligatoires et s'imposent à tout le monde. Donc, ce n'est pas discutable du tout. La levée du moratoire sur l'exécution de peine de mort alerte l'opinion publique qui parmi elles, certains considèrent qu'elle est une bonne décision et d'autres pensent qu'elle pourrait engendrer des conséquences néfastes à l'avenir. Rosiane Chioyo nous en dit plus. C'est depuis 2003 que l'exécution de la peine de mort était suspendue en République démocratique du Congo. 21 ans plus tard, le gouvernement de la République démocratique du Congo a ordonné aux instances judiciaires le rétablissement de l'exécution de la peine de mort. C'est une peine qui repose sur le fantasme que les États devraient se débarrasser de toute personne physique jugée incorrigible, dangereuse et indésirable afin de protéger l'ordre public et le justiciable. Pour ce qui est de la population, les avis sont partagés. Certains estiment que cette décision est bonne et certains pensent que le moment choisi pour prendre cette décision n'était pas le bon, car il se pourrait que des innocents en soient victimes. La décision de peine de mort, c'est vraiment important dans notre pays parce que le pays est déjà trahi depuis longtemps. Si on laisse des choses comme ça, nous allons toujours continuer de mourir comme ça inutilement. Il y a d'autres personnes qui mangent de l'argent pour tuer leurs frères. Ça nous fait mal. Plusieurs personnes qui sont mortes à cause de ça. S'ils ont mis ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment utile que ça reste. C'est vraiment important pour garder la dignité de notre pays. Donc la peine de mort, à ce moment précis, moi je pense qu'on ne devait pas vraiment lever ce moratoire. Parce que même dans les démocraties les plus avancées, comme aux États-Unis, ça arrive que même si quelqu'un est dans le couloir de la mort, ça arrive qu'après des investigations, qu'on l'innocente. Donc, je pense que nous autres ici, nous n'avons même pas encore une police scientifique assez poussée. Donc, on risque de tuer, entre guillemets, des gens qui sont peut-être probablement innocents. Ce n'est pas le gouvernement qui devrait lever le moratoire, mais les parlements, a évoqué Maître Gaetano Kaninda, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Sur la levée du moratoire de la peine de mort, il faut noter que nous estimons que ce n'est pas le gouvernement qui devait lever ce moratoire, mais plutôt les parlements qui devaient lever ce moratoire pour son application. Toutefois, ce qui est de la constitutionnalité de la peine de mort, elle n'est pas inconstitutionnelle parce qu'elle ne viole en rien l'article 16 de la Constitution dans la mesure où la peine prononcée n'est pas arbitraire, mais elle est prononcée
à la suite d'un procès équitable. Dans un pays où le système judiciaire connaît d'énormes difficultés, le gouvernement congolais devrait en premier lieu prioriser la réforme du système judiciaire, de procès équitables et lutter efficacement contre la corruption. Étant donné qu'on parle justice dans ce journal, on va parler de l'affaire Stanis Boujakera qui a été libéré hier. Le tribunal du parquet de grande instance a rendu son verdict. Il a été condamné à 6 mois de prison et une amende et devra verser une amende de 1 million de dollars. Et pour cela, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Zegbia Wembulu Jasbey, secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Bonsoir, monsieur Zegbia. Bonsoir, cher consoeur. Alors, on parle de l'affaire Stanis Boujakera, la libération du journaliste, bonne ou une mauvaise nouvelle pour la corporation? Pour un premier temps, nous devons dire que c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que la place du journaliste, c'est plutôt à la rédaction et non dans la prison. Sa libération est une bonne chose, mais seulement la façon dont il a été libéré, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment sa condamnation, parce qu'un journaliste qui fait son travail et arrêté dans l'exercice de sa profession ne peut pas non plus avoir un casier judiciaire qui doit être chargé. Donc je pense que déjà, l'un de ces 4 matins, la défense devrait déjà faire ce qu'on appelle un appel, en attendant que la cour d'appel puisse revoir sa décision. Et voilà quoi, même s'il est rentré à la maison et qu'il peut y aller se présenter comme homme libre, mais il faudrait à ce que cette peine soit annulée. Alors dites-nous, est-ce que l'UNPC a un message particulier à adresser aux autorités politico-administratives et toutes personnes qui ont œuvré quant à sa libération? D'abord, je dis merci à tous les confrères qui ont œuvré pour la libération de notre confrère Stanis Boujakera, qui a passé plus de 7 mois en prison. Je dis merci à tous ceux-là qui ont concouru tant de près que de loin. Nous nous attendions plutôt à ce que, comme aujourd'hui, déjà l'affaire a touché à sa fin. Nous attendons l'appel. C'est alors que le président de la République, je me souviens bien lors du dernier briefing, il a promis à ce qu'il foute son nez dans cette affaire. Et nous savons que le président de la République ne pouvait pas intervenir pendant l'instruction du dossier. Voilà pourquoi nous sommes encore calmes et sereins. Au-delà du fait qu'un certain nombre de confrères sont en train de faire certaines manifestations, nous attendons à ce que la Cour d'appel puisse se prononcer et afin recourir à ce que le président de la République a promis et voir sa décision qui viendrait de lui. Merci. Alors, l'UNPC est une organisation de soutien aux journalistes. Alors, qu'en est-il de la liberté de la presse en RDC? L'UNPC n'est pas non plus une organisation de soutien aux journalistes, non, c'est une instance d'autorégulation. Cela revient à dire qu'il aide les journalistes à travailler dans le respect de l'éthique et des déontologies de la profession du journalisme. Ce qui fait même que, voilà, en ce moment-ci, nous demandons à ce que la première défense du journaliste dans son travail, c'est d'abord le respect de l'éthique et de la déontologie. Si le journaliste veut sa sécurité, pour un premier temps, c'est travailler dans le respect des règles d'éthique. Une fois les journalistes travaillent dans ces règles d'éthique, c'est vrai que dans nos jeunes démocraties, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut dire. Le journaliste faisant son travail, certaines personnes peuvent penser qu'il est en train de léser ou ce qu'on dise à les dénoncer. Ça peut les exposer dans un certain nombre de mépris du public. Mais cela ne voudrait pas dire à ce que si le journaliste fait son travail comme il se doit, il ne peut pas être inquiété. Il peut l'être, mais cela serait dans le respect des normes et nous allons l'accompagner. En tant qu'instance d'autorégulation, j'invite en ce moment précis tous les confrères de respecter les règles de déontologie et d'éthique professionnelle, d'autant plus que la période est tellement mauvaise. Nous avons la guerre à l'Est. Il y a certaines informations qui demandent un peu plus de subtilité dans leur traitement. Donc, il nous faudrait un peu plus d'égard dans les traitements de l'information. Voilà tout ce que je peux dire à mes confrères. Voilà, merci Monsieur Zegbia Wembulu d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, chers consoeurs. Voilà, on va poursuivre avec notre journal. À Kinshasa, le mois de mars 2024 se révèle le plus chaud, alors que d'habitude il est caractérisé par une avalanche de pluie. Autant qu'en avril, la température qui se lève jusqu'au-delà de 35 degrés, provoquant des très fortes chaleurs insupportables. Cette chaleur qui ne manque pas des conséquences sur la peau. Interrogé à cette question, Dr Lisa Mujinga, médecin dermatologue aux cliniques universitaires, préconise quelques bons gestes à adopter pour protéger et hydrater sa peau pendant la période des fortes chaleurs. Elle est jointe au téléphone par Rachel Missing. Pour se protéger de sa peau pendant cette période
de cette forte chaleur. Il faut vraiment se retrouver le plus longtemps possible sous l'ombrage. Sous l'ombrage, ça peut être l'ombrage de la maison, des arbres, mais en tout cas, il faut vraiment se protéger, rester le plus longtemps possible sous l'ombrage. Alors, s'il faut sortir, il faut utiliser le parasoleil, le chapeau et même l'accoutrement. Il faut de préférence porter des habits clairs, les habits blancs, de la couleur blanche, parce que les habits qui sont clairs ou blancs, ces habits reflètent, c'est pour refléter le soleil. Il faut se laver régulièrement. Je vais même demander pour ceux qui ont de la piscine ou ceux qui ont le moyen de passer tout le temps à la piscine, ils peuvent en tout cas le faire pendant cette période pour maintenir cette hydratation de la peau et boire beaucoup d'eau, en tout cas boire beaucoup d'eau pour éviter également cette déshydratation. Alors, le produit à utiliser pendant la chaleur, que nous soyons pendant la période de chaleur ou pas, d'abord premièrement, pour le visage, en tout cas, il faut utiliser le produit contenant les écrans solaires. Donc, contenant les écrans solaires SPF 30 ou SPF 50. Alors, des crèmes légères, des crèmes légères hydratantes, mais avec la protection solaire à l'intérieur. Mais vu qu'il fait vraiment très chaud, il faut de préférence utiliser vraiment, même pour tout le corps, utiliser des lotions qui ne sont pas, utiliser des lotions qui sont légères. Pas de lotion, pas de crème, éviter de crème, éviter des lotions qui sont un peu lourdes. Et parce que quand on utilise beaucoup de produits, surtout de produits, là je tiens plus à parler pour le dame et pour toute autre personne. En tout cas, il faut éviter de produits dépigmentants parce que ces produits deviennent sensibilisants à cause de ces soleils. Et puis en sport, l'équipe nationale de boxe de la République démocratique du Congo est en pleine forme avec déjà 7 médailles potentielles à son actif et ont remporté 5 victoires sur 6 possibles depuis le dimanche 17 mars dernier avec la lutte libre le lundi 18 mars au stadium Bukom Boxing Arena d'Accra. Dans la catégorie des hommes de moins de 48 kg, tous les Mbekwa Zola ont remporté la victoire au point contre le Botswanais Molatlegi Kobamelo en quart de finale avec un score de 4 juges contre 1. Il affrontera l'Ougandais Toumoussim en demi-finale. Beskuzola nous en dit plus. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo est en pleine forme avec déjà 7 médailles potentielles à son actif ayant remporté 5 victoires sur 6 possibles au stadium Bukom Boxing d'Arena d'Accra. Dans la catégorie des hommes de moins de 48 kg, Toulembe Kwazola a remporté la victoire au point contre le Botswanais Molatleti Kobamelo en quart de finale avec un score de 4 juges contre 1. Il affrontera l'Ougandais Toumoussim en demi-finale. Fiston Baya a battu par KO au premier round Ochem Aloïs du Kenya dans la catégorie des hommes de moins de 63 kg. Il rencontrera en quart de finale Katema de la Zambie. Bénédicte Dioka a subi sa première défaite en quart de finale chez les dames de moins de 50 kg, s'inclinant au point face à l'Algérienne Boualam Roumaïssa. Son parcours s'arrête à cette étape, tout comme lors du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun en 2023. Gisèle Niembi a dominé son adversaire chez les dames de moins de 52 kg, remportant la victoire au point avec un score de 5 juges contre 0 face à Rwanda Zulfa de la Tanzanie. Elle affrontera cette fois-ci Gaïza de l'Éthiopie en demi-finale. Dans la catégorie des hommes de moins de 80 kg, Pita Kabeji a remporté sa victoire au point en quart de finale contre Tété Jonathan du Ghana. Le capitaine des Léopards affrontera Condé de la Guinée en quart de finale. Lazare Bouelouzei s'est montré très efficace en battant par KO au premier round l'Égyptien Rezk Mostafa en quart de finale chez les hommes de plus de 90 kg, se qualifia ainsi pour le demi-finale. Une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Faisons place à présent à la page internationale.
Namibie et l'Afrique du Sud ont récemment annoncé des pourparlers pour constituer un fonds de 7 milliards de dollars namibiens, environ 370 millions de dollars américains destinés à améliorer les infrastructures ferroviaires au cours des 3 prochaines années. La remise à niveau des rails a pour but d'opérer un report modal afin de réduire la pression sur le réseau routier des deux pays qui entretiennent d'importants flux commerciaux. Jojo Moulamba au commentaire. L'Afrique du Sud et la Namibie prévoient d'investir 370 millions de dollars américains pour mettre à niveau un réseau ferroviaire transnational. Selon les sources officielles, le ministère namibien mobilise un montant initial dans le cadre du projet qui vise à améliorer le chemin de fer pour faciliter les échanges entre les deux pays, mais aussi d'autres parties de la région d'Afrique australe, car environ 70% de marchandises provenant d'Afrique du Sud circulent sur la route, ce qui entraîne des complications sous la forme de coûts d'entretien élevés pour les routes. Le but est aussi de retirer de la route les marchandises dangereuses et de les transporter sur le rail. La Namibie a des rapports commerciaux historiques avec l'Afrique du Sud qui est son principal partenaire commercial africain. Au cours des 22 dernières années, ses exportations vers la nation arc-en-ciel ont augmenté d'environ 9,13% par an, passant de 256 millions de dollars américains en 2000 à 1,76 milliard de dollars américains en 2022. Les principaux produits vendus sont entre autres l'or, les navires spécialisés et la bière. En retour, l'Afrique du Sud a exporté pour 3,3 milliards de dollars américains vers la Namibie en 2022. Une autre manière de vous informer, mesdames et messieurs, faisons place à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire du journal Paris dans la ville de Kinshasa ce mardi 19 mars 2024, avec Forum des As qui a titré en sa une, malgré sa condamnation de 6 mois, Stanis Boujakera quitte enfin la prison ce mardi. Stanis Boujakera, directeur de publication adjoint d'actualité.cd, est condamné à 6 mois de prison. Les accusations portées à son encontre remontent à la publication d'un article sur les circonstances du décès du député Chéribin Okende. Le journaliste a été accusé d'avoir fabriqué une note attribuée à l'Agence nationale des renseignements, bien qu'il n'ait pas rédigé cet article en question. Malgré deux preuves présentées en faveur de son innocence, les juges ont déclaré Stanis Boujakera coupable de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, soulignant qu'il s'agissait d'un concours idéal d'infraction. La peine prononcée est de 6 mois de servitude pénale et une amende d'1 million de francs congolais. Cette peine de 6 mois prononcée par le tribunal est largement inférieure aux 20 ans de prison ferme requis par les parquets. Elle correspond en réalité au temps déjà passé par Stanis Boujakera en détention préventive depuis son arrestation le 8 septembre dernier. Par ailleurs, sa condamnation assortie de circonstances atténuantes va lui permettre de quitter la prison de Makala dès ce mardi, écrit le journal. Dans un autre registre, la prospérité a titré ce qui suit « Journée internationale de la francophonie, il n'y aura pas de cérémonie officielle ce 20 mars en RDC ». La journée du 20 mars de chaque année est célébrée dans le monde entier comme Journée internationale de la francophonie. Et cette année, la célébration de cette journée est placée sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Mais cette année, la célébration du 20 mars coïncide avec une période douloureuse pour la République démocratique du Congo, avec les conséquences désastreuses de la guerre que nous impose le Rwanda dans l'est du pays. Dans le même ordre d'idée, Info 27 titre, RDC zappe la journée internationale de la francophonie. Le message est autant fort pour le premier pays francophone du monde. La République démocratique du Congo, qui a brillamment accueilli le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa récemment, ne prévoit aucune cérémonie officielle pour le 20 mars, journée internationale de la francophonie. Kinshasa en a assez de faux semblants de la communauté internationale en général et d'organisations spécifiques comme l'Organisation internationale de la francophonie, surtout concernant l'injuste agression du Rwanda en RDC. Fin de cette revue de presse, au revoir. C'était tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres.
La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au centre d'un échange entre le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité et les commissionnaires provinciaux de la police nationale congolaise. C'était à l'occasion d'un atelier auquel les officiers ont pris part. Et puis, vous l'avez suivi, la Namibie et l'Afrique du Sud ont lancé des discussions afin d'améliorer les infrastructures ferroviaires. Le coût du projet est à hauteur de 7 milliards de dollars namibiens. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.